Sens de l'argent, sous-titre Désir des gens, désir d'argent. Écrit et dit par Émile Berlern, fin décembre 2019. Présentation. Quel est le sens de l'argent aujourd'hui et lequel devrait-il avoir? C'est ce dernier point qui m'intéresse. Mais pourrait-on se passer de l'argent et pourquoi pas? Je vous laisse débattre de cette dernière question, dont la solution me paraît simple. Dans un autre monde. Résumé. Nos parents nous désirent. La société nous désire. Nous existons parce que nous avons été désirés, puisqu'au moins la société nous désire, même si nos parents nous ont conçus par accident. Nous sommes fabriqués aléatoirement. La société désire nos talents. Mais nous ne sommes pour rien dans nos talents, comme de nos défauts, qui ont été fabriqués sans notre accord, puisque nous avons été mis devant le fait accompli de l'existence. Nous ne nous sommes pas fabriqués nous-mêmes, et si cela était possible, nous serions tous des dieux ou au moins des super-humains. L'argent représente le désir que les autres ont de notre travail. Plus notre travail est désiré, plus nous avons de chances de pouvoir accumuler de l'argent, et donc de vivre aisément et dans le bien-être. Mais puisque ce sont les autres qui nous ont fabriqués, pourquoi ne nous ont-ils pas fabriqués parfaits? Réponse, parce qu'ils ne savent pas faire. Ils ne savent même pas éduquer parfaitement. Donc après nous avoir désirés, ils désirent notre travail, nos talents, et ils nous paient en fonction de ce que nous sommes capables de réaliser pour eux. Pourquoi devons-nous subir la double peine d'avoir été mal fabriqués et de devoir mal vivre à cause de nos manques de talent dont les autres, parents et sociétés complices, sont responsables? Nos handicaps ne devraient-ils pas être compensés puisque nous sommes humains, quasiment débranchés de notre animalité? Ce n'est pas parce que ces autres, nos fabricants et leurs associés, sont dans le même cas que cela change le problème. L'argent représente le travail des personnes, et il est évalué en fonction du désir que les autres ont de ce travail. Cela paraît juste a priori, mais il y a quelques problèmes sur la façon dont est mesuré ce désir, et donc sur la valeur de l'argent, mais aussi sur la nature, objet de l'argent. Aujourd'hui, l'argent est désiré par tous les humains. L'argent représente le travail des humains, donc les humains. Le travail des humains est désiré, plus ou moins. Cela devrait signifier que les humains sont désirés, ce qui est en général le cas avant de les concevoir. Dans ce cas, pourquoi cette agressivité générale ambiante, cette concurrence à tout niveau? Ne sommes-nous désirés que pour le travail que l'on effectue, donc pour l'argent que cela représente? Quelle absurdité! Traiter son enfant comme un esclave, c'est admettre de l'être soi-même. En fait, les humains sont désirés aimablement au départ, en général, mais doivent se faire désirer pour obtenir de l'argent qui leur permettra de survivre. Et c'est bien là le paradoxe. Quand vous mettez un enfant au monde, vous allez un beau jour lui annoncer qu'il doit faire sa vie. Tout d'abord, est-ce la sienne de vie puisque c'est vous qui la lui avez imposée? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Et qu'aimeriez-vous qu'il fasse dans la vie? Certainement quelque chose qui lui plaît, car vous aimez le bambin. Mais dans ce cas, pourquoi doit-il gagner sa vie en fonction du désir que les autres auront de son travail? Est-ce pour son plaisir ou bien celui des autres qu'il doit vivre? Dans cette société nouvelle envisagée d'humaniste et d'oniste, qui va choisir d'être éboueur plutôt qu'artiste dilettante? Puisque ces chers humains sont désirés comme l'argent, pourquoi y en a-t-il autant? Tous fabriqués sans précaution. Et pourquoi valent-ils si peu cher? Nous sommes tous contraints d'exister, donc innocents d'exister. Est-il éthique d'imposer l'existence et de l'imposer dans de mauvaises conditions d'existence? Qu'y a-t-il d'éthique dans un argent qui a perdu son sens? Pour finir cette présentation, la question existentielle est l'argent.
Pourquoi toutes les personnes qui sont désirées par la société doivent-elles se faire désirer une fois qu'elles sont conçues? Introduction. L'humanité ne peut pas envisager l'éthique globalement si elle ne traite pas l'argent de manière éthique, car l'argent représente une part de l'humain, puisqu'il sert à nous payer notre bien-être. Nous disons « gagner notre vie ». Est-il éthique d'avoir à gagner sa vie en tant qu'humain alors qu'on nous a imposé l'existence? Est-il éthique de mériter ceci ou cela quand on ne mérite ni ses défauts, ni ses qualités, ni l'exploitation des uns ou des autres, puisque l'existence elle-même n'est pas un mérite, mais une obligation? Ne sommes-nous pas tous innocents d'exister? La vie ne devrait-elle pas être une invitation à visiter la planète et ses merveilles, aimablement, du moins pour un être humain? L'argent est devenu le symbole du désir, et nous-mêmes sommes traités par nos propres associés concitoyens selon qu'ils désirent nos capacités ou nos défauts, malgré que nous ayons été tous désirés à notre naissance par nos parents et leurs associés concitoyens. Ce désir initial semble n'avoir aucune valeur dans notre traitement par la nation. Nous devons mériter notre existence alors que nous n'avons pas désiré exister, et que par contre nos parents et la société nous ont désirés. Est-ce très vertueux, très éthique comme système d'association? Réponse: non, ça ne l'est pas. Sans parler du fait qu'il s'agit d'une association contrainte, qu'elle est donc, selon les lois sociales, légiférée par elle-même, une association criminellement constituée. Les personnes n'ont pas demandé à exister, elles sont donc telles qu'on les a fabriquées, et n'ont aucun moyen de modifier ce qu'elles sont. Elles sont humaines et fonctionnent comme telles, avec chacune leurs qualités et défauts, fabriquées par d'autres, leurs parents avec la co-responsabilité sociale. Le problème est que les enfants sont désirés parfaits, mais aucun ne l'est. Tous ont des défauts et ne respectent jamais le cahier des charges envisagé par leurs parents et la société. Nous avons été mis au monde parce que nos parents nous ont désirés et que la société leur a accordé ce droit. Coutumier, animal. La société elle-même nous désire. Elle a besoin de nouveaux membres pour remplacer ceux qui décèdent. Nous sommes donc tous désirés. Pourtant, nous ne valons rien tant que nous n'avons pas fait nos preuves. Nous n'avons pas demandé à exister, nous n'avons pas demandé nos capacités physiques ou mentales, mais il faut que nous fassions nos preuves pour exister dans la société. Pour gagner une vie que nous n'avons pas demandée, nous devons la mériter. Nous devons être désirés par des membres de la société afin de pouvoir récolter quelque argent. Mais nous ne sommes pour rien dans les mérites dont nous sommes gratifiés aléatoirement. Pourquoi ces mérites seraient-ils donc des mérites, puisqu'ils sont fabriqués par d'autres que nous-mêmes et passablement aléatoires? Peut-être pensez-vous que le mérite se gagne malgré les défauts de son corps ou en dépit de ses défauts. Cela ne change rien à l'affaire puisque vous n'avez pas demandé à exister, et donc vous n'avez pas demandé à devoir travailler pour maintenir votre corps. Pourquoi devez-vous maintenir votre corps pour survivre sans douleur? Pourquoi vos parents aimants, disent-ils, vous ont-ils fabriqué avec un système de souffrance, si ce n'est pour s'en servir et vous contraindre au travail? Vous dites que c'est naturel et qu'ils n'y sont pour rien dans le modèle de corps que vous possédez. Faux. Savoir que vous allez immanquablement souffrir et mourir est tout à fait équivalent. Ils ont lancé votre fabrication en toute connaissance de cause. Ils en sont responsables selon leur système de responsabilité. Système qui est absurde puisque l'univers est irresponsable, ainsi que tout ce qu'il contient. Voir mon article sur la responsabilité. À responsabilité en un seul mot. Est-il normal que l'argent symbolise le désir que les autres ont de ce que vous faites alors que vous n'avez pas désiré exister, mais que ce sont ces autres qui ont désiré votre existence, alors qu'ils prétendent que votre vie vous appartient et que vous n'appartenez à personne? Si vous n'appartenez à personne, pourquoi devez-vous faire en sorte de leur plaire par votre travail? Et comment pouvez-vous mériter votre sort, bon ou mauvais,
alors que vous n'êtes pas responsable d'être ce que vous êtes, que vous n'êtes pas responsable de vos pseudo-qualités et de vos défauts certains, puisque vous n'êtes pas responsable d'exister. Mon existence non désirée par moi-même a besoin d'argent pour être pérenne dans nos types de sociétés. J'ai été fabriqué avec le besoin de pérenniser mon corps quotidiennement. J'ai même été fabriqué avec les sensations de soif et de faim, qui ne sont pas que de simples signaux, mais d'éventuelles souffrances quand je n'y accorde pas mon attention. Je suis aliéné à ces signaux fabriqués par d'autres. Je n'y suis pour rien. Ce besoin et la souffrance qui l'accompagne, ainsi que la menace de déchéance et de mort, la société s'en sert pour me contraindre à travailler. Je suis donc un esclave. J'ai été fabriqué ainsi. Soit je travaille. Je peux aussi voler ou quémander. Soit je souffre et meurs rapidement. Est-il normal qu'après avoir été désiré, qu'après avoir désiré notre existence, les autres, nous ayant fabriqués tels que nous sommes, ils nous demandent de nous faire désirer par nos actes qui sont le résultat de leur fabrication? C'est absurde. Si 100 personnes sur une île voulaient réfléchir à ce que devrait être l'argent, 100 personnes rationalistes, voir mon article sur le rationalisme, comment s'y prendraient-elles? Comment résoudraient-elles la question? Quelles seraient leurs conclusions? Je ne suis pas ces 100 personnes, mais j'habite une île, la Terre, où l'argent objet existe déjà pour le malheur et le pire de milliards de personnes. Hier comme aujourd'hui et demain, chaque être humain était, est et sera innocent d'exister, puisque contraint d'exister. Le sens de l'argent doit tenir compte de ce fait, cette vérité absolue. Chacun a été contraint d'exister pour servir la famille, la tribu, la nation. Il faut donc admettre que personne ne mérite son handicap de naissance ou son futur handicap, et personne ne mérite son ou ses dons, tout à fait relatifs. Personne ne mérite ses défauts, personne ne mérite ses qualités. Nous avons tous été fabriqués imparfaits. La vie n'est pas un mérite ni un cadeau, car elle a été imposée. Et puisque personne ne mérite sa vie plus qu'un autre, alors le principe d'égalité doit être respecté du début à la fin de sa vie, puisque l'humanité a décidé d'être éthique et de contrôler son animalité instinctive par des droits et des lois. Cela implique que si l'argent est un jeu, il doit servir exclusivement au superflu. Bijoux, tableaux, jeux, etc. Mais si l'argent n'est pas un jeu, alors il peut éventuellement servir au vital. Nourriture, santé, habitation, vêtements, etc. Mais uniquement si vous parvenez à l'utiliser en toute équité, car chacun, en tant qu'être humain, a droit à une existence de bien-être, puisqu'on la lui a imposée, dans un contexte d'humanisme, et non celui que je nomme animalisme, par opposition. Puisque nous nous sommes imposés l'existence mutuellement, nous ne pouvons imposer le travail pour gagner nos vies, sauf de déroger à nos principes anti-esclavagistes. Et si vous êtes esclavagiste, n'hésitez pas à vous enchaîner vous-même. Une vie imposée par une autre personne que soi-même, ses parents, avec l'accord implicite de la société, doit pouvoir se vivre dans le bien-être constamment, le plus longtemps possible, et n'a pas besoin d'être méritée. C'est une base humaine d'existence, de coexistence pacifique et éthique. Si notre vision de l'humain est animale, alors il faut supprimer les lois, les règles, et également l'argent. Mais tant que les lois existeront, nous serons humains, et nous devrons nous comporter comme tels. Le sens de l'argent doit être éthique, comme l'humanité le réclame pour elle-même, puisqu'il nous représente, car il sert à acheter notre nourriture, notre bien-être, donc notre corps, pour une existence imposée par la société. Le sens de l'argent aujourd'hui. L'argent est à la fois un symbole et un objet. En tant que symbole, il représente globalement deux choses, le vital, riz, et le superflu, diamant. Et en tant qu'objet, vous pouvez vous le procurer comme riz et diamant. Si vous parvenez à démêler ce fatras, vous aurez bien de la chance. L'argent ne devrait pas être un objet, et il ne devrait pas représenter à la fois le vital et le superflu.
C'est clairement un système de voyous et d'arnaqueurs, donc de criminels. Nos gouvernants pseudo-démocratiques qui vivent de ce système sont des criminels. Mais si vous jouez avec César, vous êtes ses complices, et tant pis pour vous si vous vous faites rouler. L'argent représente en fait le désir que l'on a des activités des personnes et des objets artificiels ou naturels. Ce qui est stupide puisqu'en principe vous avez désiré les personnes. Toutes les personnes, puisque vous êtes co-responsables de leurs existences. L'argent devrait représenter le travail des personnes équitablement, c'est-à-dire qu'il devrait représenter les personnes. Et le travail devrait avoir même valeur puisque les personnes ont même valeur. Du moins en ce qui concerne l'argent symbolique. Avec le système actuel, le travail n'a pas même valeur. Une heure de la vie d'un ouvrier ne vaut pas une heure de la vie de son patron. Pourquoi? Faites-vous un mélange, une confusion entre les droits humains que vous avez imaginés et notre animalité prouvée par Darwin et tous nos scientifiques. Nous sommes des animaux avec un petit plus dont nous devons tenir compte, ou alors supprimons toutes les lois. Mais si nous ne les supprimons pas, et je vois mal comment dans le monde actuel vous pourriez les supprimer, alors respectez les droits. Nous sommes des animaux capables de beaucoup apprendre, l'humanisme y compris. Quand on possède l'argent objet, quand on joue avec l'argent objet, ou quand on se sert de l'argent gagné avec le superflu pour manœuvrer le vital, on joue avec la vie des hommes, qui n'ont pas demandé à exister et à participer à ce jeu féroce de la vie, où peu sont doués pour ce jeu et peu sont mis par leur éducation et leur milieu dans les conditions de bien comprendre et participer au jeu. Posséder plus d'argent que son travail personnel ne peut produire, c'est posséder des esclaves. Millionnaires et milliardaires sont des esclavagistes. Il y a des gens qui travaillent pour le vital et d'autres qui travaillent pour le superflu. Pour quelle raison ceux qui travaillent pour le superflu devraient-ils être mieux rémunérés que les autres, même s'il leur faut plus d'éducation ou de qualification? L'argent est surtout devenu lui-même un objet monnayable, ce qui est aberrant. L'argent s'achète lui-même. Imaginez ce que peut faire une IA dont la règle encodée, l'algorithme, est de jouer à ce jeu. Croyez-vous que les milliardaires vont se gêner? Car ils ont déjà les moyens de fabriquer ce genre d'IA, s'ils ne l'ont déjà fait. La machine a battu les plus grands champions au jeu d'échecs et de Go. Elle en fera autant au jeu d'argent et enrichit déjà, ceux qui en sont les maîtres, les actuels milliardaires. L'argent représente la reconnaissance matérialisée et numérisée, c'est-à-dire comptabilisée, d'un service rendu à autrui. Service qui est du temps passé à utiliser corps ou intellect, ou indirectement un prêt d'argent, ce qui revient au même, sauf que l'argent devient un objet et s'échange comme tel, avec évaluation et dévaluation, ce qui n'est pas éthique. L'argent est la mémoire d'un acte dont la valeur ne devrait pas changer, puisque les humains se valent tous. Leur vie doit avoir même valeur. Leur vie est désirée et nécessaire, pas nécessaire dans l'absolu, mais nécessaire à la pérennité de la société. C'est ensuite la possibilité d'utiliser cette reconnaissance de service rendu comme une dette due par n'importe qui d'autre qui voudra bien s'acquitter de cette dette en échange de cet argent représentant cette comptabilisation. Cette reconnaissance de dette n'étant pas nominative, mais seulement valorisée, elle peut se transmettre à qui la veut, et en général tout le monde apprécie d'en avoir puisqu'on peut se la faire rembourser dans tous les commerces par à peu près n'importe quoi. Posséder beaucoup de reconnaissance de dette fait du possesseur une personne riche du travail d'autrui. Il suffirait donc de cesser de travailler collectivement, en échange d'argent, pour ruiner un milliardaire. L'argent représente donc une reconnaissance de dette volante, à la surface de la planète, que chacun peut s'échanger, et n'étant jamais annulé. L'argent se transmet donc comme un témoin, indéfiniment. L'humanité court et ne s'arrête jamais. Les objets que l'on achète sont réalisés par des personnes. C'est donc bien le travail de ces personnes qui est désiré indirectement.
quand des robots auront totalement remplacé les humains, sans que plus un seul humain travaille, même pour contrôler le résultat de leurs activités, alors ces humains pourront réaliser leurs rêves hédonistes, véritablement sans être tenus à gagner une vie qui leur a été imposée. Notre existence à tous nous a été imposée par nos parents. Personne ne passe à travers cette obligation. Personne n'est volontaire pour exister avant d'exister. L'obligation d'exister. Cet argent ou reconnaissance de dette peut donc courir jusqu'à la mort et ne jamais être remboursé à la personne possédant cette reconnaissance de dette sociale. S'il s'agissait d'une dette non socialisée mais individuelle, à la mort d'un des acteurs, la dette serait annulée. Mais ce n'est pas le cas de la monnaie sociale, qui n'est pas nominative. Si vous avez la chance de tomber sur le magot, vous pouvez vous faire rembourser une dette que personne n'a contractée envers vous. N'est-ce pas un beau vice de fonctionnement? Il est possible également par héritage de gagner cet argent ou reconnaissance de dette sociale sans n'avoir jamais travaillé, c'est-à-dire sans que vous n'ayez jamais rendu le moindre service à personne. Vous êtes en quelque sorte l'inventeur héritier du trésor de l'oncle Christobald. Comme il est également possible, inversement, avec ce système, d'avoir une dette sociale dès sa naissance par héritage, et de devoir la rembourser par simple fait d'avoir été contraint d'exister, avec la complicité sociale, par des parents débiteurs. On ne peut pas pourtant être héritier des dettes parentales et sociales à la naissance, sans être de la même façon héritier de tout ce qu'a produit la culture, partant du feu, de la roue, du verre, du papier, etc., qui font pourtant partie du domaine public, ce qui rapporte énormément d'argent, et devrait donc revenir à chaque ancien et nouvel associé, équitablement, sans attendre que la personne, désirée, soit rentable et mérite, sans avoir demandé à participer au jeu de la vie, de toucher sa part du trésor culturel accumulé par nos aïeux. La société est, elle, toujours créditrice, du moins devrait l'être, puisqu'elle fabrique l'argent, ce qui est bien pratique, ce dont elle devrait profiter pour le bien de tous en effaçant les inégalités, que personne n'a désiré puisque personne n'a demandé à exister. L'argent qui au départ ne servait qu'à mémoriser un service rendu à un copain de la tribu, est devenu un moyen pour le roi d'organiser le transfert du travail de ses sujets vers les coffres de Sa Majesté. Nos sociétés actuelles, qui ne sont plus véritablement des royaumes antiques, poursuivent le procédé en ayant oublié le sens initial de l'argent. Droits humains, où en êtes-vous? La société a délégué involontairement aux banques privées pour plus de 80%, point d'interrogation, la fabrication d'un argent impalpable puisque numérique. Lire le prix Nobel Maurice Allais, qui n'hésite pas à comparer les banquiers à de faux monnayeurs. Et je rajoute pour ma part que puisque le système fonctionne mondialement, cela signifie que le salaire des gens sur toute la planète est dévalué d'autant, puisque l'argent représente le travail des personnes. La simple obligation d'exister fait de vous des débiteurs, car vous êtes incorporés sans votre accord dans une société qui a des dettes, énormément de dettes, ce qui s'appelle de l'esclavagisme social, qui est amplifié par le second fait, qui est, quand vous serez apte, de devoir travailler pour acheter votre corps, c'est-à-dire l'alimenter. Ne vous inquiétez pas, on ne vous fait pas payer l'air, juste le solide et le liquide. La vie d'un être humain est donc une longue suite d'actions d'un esclave en faveur d'autres esclaves, ce qui ne change rien au concept d'esclavage. Et pour que vous soyez dans l'obligation de travailler, vos parents vous ont fabriqué avec la fonction souffrance. Si vous ne mangez pas, vous souffrez de la faim. Si vous ne buvez pas, c'est la soif. Et si vous ne vous habillez pas, c'est le froid ou la prison. Car la nudité est interdite par la loi. C'est pour être tout à fait sûr que vous irez bosser au cas où la faim et la soif ne suffisent pas. Après que maman, papa vous ont lâché dans la nature, vous en avez pour 3 jours avant de mourir de soif, c'est largement suffisant pour trouver un emploi. Les défauts de ce système sont innombrables. Celui qui les comprend et connaît l'art de plumer le pigeon peut en profiter à loisir. Évidemment, il vaut mieux être spécialiste de la finance qu'être spécialiste de la boulange.
cela vous prend autant de temps à apprendre l'une ou l'autre profession, mais vous engrangerez plus facilement des millions, voire des milliards, si vous êtes dans le blé plutôt que dans la farine. Les capitalistes et les gouvernants ne désirent pas que vous soyez tous spécialistes de la finance. Non, ils ne cherchent que les meilleurs courtiers. Et bientôt, ils n'auront plus besoin d'humains, ils auront des IA à leur disposition. Total. IA qui fonctionneront tous les jours, 24 heures sur 24, et en 1000 ans de fonctionnement, ininterrompus, autant dire qu'elles n'auront aucune concurrence humaine. Il ne vous restera plus qu'à éliminer, en douceur, le capitaliste et revoir l'algorithme de l'IA pour lui faire répartir l'argent entre tous les humains, méritant de la patrie ou non, puisque vous êtes humaniste. Que représente l'argent pour chacun de nous? Pour un paysan, un ouvrier, un instituteur, un cadre, un patron, un banquier, un actionnaire, un ministre, un parlementaire, un juge, un policier, un avocat, un mannequin, un artiste, un sportif, un ex-sportif, un pauvre, un riche, un propriétaire, un locataire, un moine, un SDF, un malade, un handicapé de naissance, un handicapé de la vie, un bien portant, un suicidaire, un mourant, un tiers-mondiste, un quart-mondiste, un touriste, un vacancier, un génie, un idiot, un écrivain philosophe amateur. Le salaire des patrons est un prélèvement obligatoire sur le travail des ouvriers. Ce ne sont pas les ouvriers qui, démocratiquement, décident du salaire de leur patron. Les ouvriers paient donc un impôt à leur patron, comme si l'entreprise était un État indépendant. Le procédé est encore plus remarquable dans les grosses entreprises. Nous retrouvons sensiblement le même principe pour les banquiers, les actionnaires, les parlementaires, les ministres, le président et tous les fonctionnaires. Le peuple remplit le coffre dans lequel certains puisent à leur guise. Une démocratie n'est-elle pas une démocratie, 24 heures par jour, 365 jours par an? Le peuple n'est-il pas le possesseur du territoire, l'armateur du bateau nation, le donneur d'ordre, le décideur? Si une personne travaillait pour vous, ne vérifieriez-vous pas son travail? Ne l'évalueriez-vous point? Ne négocieriez-vous pas son salaire? Eh bien, ces personnes, présidents, fonctionnaires et patrons, travaillent pour le peuple. Leur salaire doit être négocié avec le peuple. Certes, ils ont été désirés, mais tout comme chacun des citoyens a été désiré pour meubler la société. Si tous les clients d'une banque vérifient la présence de leur argent simultanément, ils verront que leur compte est approvisionné, ce qui est un mensonge de la banque, puisque la banque ne pourrait rembourser tout le monde, si tous les déposants voulaient simultanément vider leur compte. Les façons de gagner de l'argent. Le travail, le jeu, la bourse. Certaines personnes sont payées en fonction du travail effectif qu'elles accomplissent, à la sueur, au poids, à la pièce, à la difficulté. D'autres sont payées selon ce qu'elles produisent, selon le temps qu'elles passent dans l'entreprise, ou en fonction de ce qui leur est acheté, selon le plaisir qu'elles donnent aux spectateurs ou aux auditeurs et selon leur nombre. Et d'autres sont payées à faire travailler les autres, d'autres à les surveiller. Certaines selon leur habileté manuelle, ou bien sont rémunérées pour leur imaginaire, pour leur voix, pour leur inventivité, pour leur force, pour leur bagou, pour leur beauté physique, pour leur seule célébrité, etc. Pourquoi? Et pourquoi des actes superflus sont-ils souvent beaucoup plus rémunérés que des actes vitaux pour tous? Agriculteur ou éboueur, par exemple. Un humain n'est-il pas un humain? Un humain que les existants ont contraint d'exister pour être un associé à part égale? Un humain désiré par tous? Un handicapé de naissance, dommage collatéral de l'existence, doit-il subir la double peine de ses déficiences physiques et ou intellectuelles en étant dans l'incapacité de mériter une belle vie? Un exemple sympathique. Vous êtes chanteur-compositeur. Il vous faut 6 mois pour composer une chanson merveilleuse, selon vous. Mais voilà, petit retour dans le temps, nous sommes en plein Moyen-Âge. Le ménestrel que vous êtes court de château en place de village et gagne sa becquetance au jour le jour, la nuit pieutant dans les écuries. Temps moderne, vous imprimez votre chant sur 1000 DVD, les distribuez dans le commerce, et si ça marche, vous en imprimez 1 million.
Et pourquoi pas 7 milliards? Vous avez fait le même boulot que le ménestrel, mais l'avez multiplié comme les petits pains. Vous êtes le Jésus-Christ, fils du Dieu de la chanson. Pourquoi vos 6 mois de labeur valent-ils plus que les miens, moi qui suis boulanger? Tout ça simplement parce que vous êtes capable d'imprimer le résultat de votre travail? Ce n'est pas votre travail que vous répétez, en autant d'exemplaires que vous le désirez. Et ce n'est même pas vous qui faites le job éreintant de multiplication, au contraire du boulanger. Il est encore plus rentable, même plus besoin de fabriquer de disques, vous chantez, ou jouez au foot, à la télé, et vous êtes payé selon l'audimat par la SACEM ou équivalent. C'est pas beau l'arnaque? Pourquoi envoyer un mot dans 2000 oreilles devrait-il valoir plus qu'envoyer un mot dans 2 oreilles? Ce n'est pas vous qui faites du travail en plus, c'est l'air ou l'électron qui transporte le son. Ce chanteur a-t-il plus de mérite à son existence contrainte que le boulanger? Mérite-t-il les dons de la nature que l'autre ne possède pas? Dans la valeur du désir de la vie nécessaire à la société, une chanson vaut-elle plus qu'une baguette? Une personne vaut-elle plus qu'une autre? Nous ne trions plus nos chromosomes, comme le font les animaux par la loi du plus fort, ou du plus rusé, puisque chacun peut trouver chaussure à son pied avec l'accord social. Ce qui signifie que les plus laids, les plus faibles, les plus idiots peuvent se reproduire sans compter, au détriment de l'évolution. Le progrès physique et mental de l'espèce, selon les critères animaux. Alors à quoi sert de jouer à l'animal avec nos territoires nationaux, nos hiérarchies sociales, nos guerres et la recherche des plus méritants dans tous les domaines? L'argent ne représente pas que le produit visible du travail des gens, il représente aussi le temps que l'on passe à produire également des idées, ou autres formes invisibles, et surtout non mesurables de l'activité humaine. Qui mesure? Si le travail de la pensée est important, pourquoi devrait-il avoir plus de valeur que le travail physique? Pourquoi le cerveau aurait-il plus de valeur que le muscle, puisque l'un et l'autre nous ont été imposés, avec leurs capacités propres, leurs défauts et leurs qualités? Utiliser son cerveau ou ses muscles pour de l'argent plutôt que pour sa propre satisfaction ou pour le bénéfice commun n'est qu'une question de culture. Actuellement, au bas du toboggan fatal, je ne travaille certainement ni pour de l'argent, ni pour la gloire. Il me plaît simplement de démêler la pelote embrouillée de mes cogitations. Et si ça peut servir à d'autres, eh bien, tant mieux. La masse globale d'argent sur la planète représente le fonds commun de travail produit par les êtres humains. Évidemment, plus une personne accapare l'argent dans cet amas dont le propriétaire est rendu flou par le filoutage général des gouvernants et des financiers, plus elle en soustrait aux autres. S'enrichir, c'est appauvrir autrui, et l'argent représentant le travail, c'est contraindre le pauvre à travailler de plus en plus pour obtenir le minimum vital. C'est donc en faire un esclave, l'esclave du riche, qui décide dans quel domaine le pauvre doit travailler pour lui. Il est facile de démontrer qu'enrichir des personnes, même sans en apparence rien y perdre soi-même, nous appauvrit inéluctablement. La progression de la pauvreté est aussi invisible et inexorable que l'avance de l'aiguille des heures de l'horloge, contrairement à l'avance de la richesse de quelques-uns, qui se voit aussi bien que la progression de la trotteuse de la même horloge. Par exemple, vous achetez votre place pour un spectacle, un match de foot, en étant parfaitement volontaire, pour payer, sans vous endetter, et vous enrichissez le footballeur, et surtout les sponsors. En apparence, vous ne perdez rien, mais où va l'argent du footballeur? C'est comme d'envoyer votre argent à l'autre bout du monde. Il y a très peu de chances que cet argent revienne dans votre circuit personnel. Votre argent s'envole dans la stratosphère, et le ruissellement n'est que goutte à goutte. Ne comptez pas sur les averses et encore moins sur la mousson. Pour les riches, il est aisé de vous interdire de revoir cet argent. Il suffit de faire circuler des objets ou autres propriétés de très grande valeur indéfiniment, afin que ces objets ou propriétés soient vendus et revendus entre richissimes, tout en augmentant leur valeur progressivement. Terrains, immeubles, tableaux, pierres précieuses, yachts, etc. Ces objets sont innombrables. Votre menu monnaie est ainsi aspiré dans ce circuit sans fin qui conserve mieux que n'importe quel coffre de banque
un argent dont vous ne reverrez jamais la couleur. Cela permet ainsi à ces milliardaires de manœuvrer à leur guise toutes les nations. Les milliardaires n'ont pas de frontières. Ils jouent avec l'argent du superflu pour vous obliger à trimer pour obtenir l'argent qui vous est vital. Ces milliardaires bien organisés font tout ce qu'il faut pour que les nations, qui ont des velléités de socialisme, capotent, alors qu'on pourrait s'attendre, sans leurs interventions sournoises, à ce que la démocratie, par le poids populaire, favorise le socialisme et l'humanisme. L'argent est l'aboutissement de la loi de Murphy en ce qui concerne les échanges entre humains, alors que l'humanité elle-même est l'aboutissement de la loi de Murphy, ou loi de l'emmerdement maximum produit par l'évolution. Quelle est l'origine de l'argent et qu'est-il devenu? L'argent est un concept préhistorique. Il représentait probablement une sorte de troc. En fait, la mémoire de ce troc. L'argent est maintenant une des causes premières de la misère humaine. La première cause étant la trop grande quantité d'humains sur la planète, évidemment. Le concept d'argent a été totalement dévoyé. Il sert aussi bien à mesurer le travail, celui de l'homme ou de la machine, l'alimentation, la santé, que des objets, et parmi ces objets d'innombrables totalement superflus. Il sert aussi à mesurer le plaisir, la détente, les loisirs, mais pas le bénévolat ni l'éducation, qui sont pourtant du travail. L'argent est un concept qui sert aussi bien à mesurer le concret que l'abstrait. L'argent sert surtout à amalgamer le vital et le superflu, le réel et le virtuel. Pour changer le monde, il faut remettre ce concept à plat, peut-être le scinder en deux. Peut-être faudrait-il deux monnaies, une pour le vital et une autre pour le superflu, une qui mesure la vie et une qui mesure le frivole. La première serait une chose sérieuse, la seconde un jeu. Aujourd'hui, il n'y a que la seconde qui existe, mais beaucoup d'entre nous meurent de ce jeu stupide entre milliardaires. L'argent est un symbole qui s'est mis en place dans des petits groupes d'humains. Il y avait très peu de gens sur Terre à l'époque de l'invention de l'argent. Aujourd'hui, ce symbole de confiance entre personnes, valable il y a très longtemps, est utilisé sous une forme double par des milliards d'humains. Il pourrit la vie de milliards d'humains. Ce qui était acceptable dans la préhistoire ne l'est plus aujourd'hui. Il faut tout annuler et recommencer de zéro. Toute la gestion politique du monde est basée sur l'économie, basée elle-même sur ce symbole archaïque. Il faut changer ça. Aujourd'hui, l'argent symbolise le vital et le superflu. On ne peut vendre ni acheter le vital. On ne peut vendre ni acheter ce qui nous représente nous. Notre vie, c'est de l'esclavage. Ce riz, cette soupe, cette salade, dès qu'ils ont franchi notre bouche, c'est nous. Par habitude et parce que nous ne pouvons faire autrement, nous achetons une bague, un tableau, un DVD, 1 kilo de pommes, une pizza, avec la même monnaie. On va même jusqu'à représenter le jeu par de l'argent, alors que des gens crèvent de ne pas en avoir. La télé nous divertit avec des jeux d'argent. C'est immonde. C'est de l'esclavagisme aveugle. Nous ne nous rendons même pas compte de notre bêtise quand nous faisons ce geste immoral de confondre le superflu avec le vital. Mais rétorqueront ces milliardaires obsessionnels, nous aussi avons été contraints d'exister tout comme les pauvres couillons, au sens rabelaisien, que nous plumons, et puisqu'ils continuent de faire des enfants, c'est qu'ils acceptent d'être des jobards, sinon ils nous mettraient le marché en main, ou nous contraindraient démocratiquement. Diviser l'argent en deux types de monnaie, vital et superflu, est une hypothèse qu'il faut considérer par son côté éthique d'abord. Si elle est juste, il faut l'appliquer, quelles qu'en soient les répercussions économiques sur le moment. Les dizaines de milliards de personnes à venir nous en remercieront. Si le XXe siècle devait être la fin des grandes guerres mondiales, peut-être le XXIe siècle, sera-t-il la fin du capitalisme individuel? Espérez. Ou plutôt agissez. L'argent représente le travail des personnes, et la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres. S'il y a bien quelque chose qui doit être contrôlé, c'est l'argent. Le libéralisme monétaire est le leitmotiv des esclavagistes.
Pourquoi les riches auraient-ils des complexes à s'enrichir davantage, puisque vous persistez dans la reproduction en masse, pour leur fournir des esclaves? Évidemment, tant que les pauvres se reproduiront, ils donneront raison aux riches, car se reproduire, c'est accepter les règles du monde dans lequel on vit en les imposant à une personne qui n'a même pas demandé à exister, et qui devra supporter ces règles débiles que vous lui imposez, vous le pauvre, en le contraignant d'exister. Lui, votre propre enfant. Est-ce assez clair? Vous désirez votre enfant, donc celui de l'autre, mais en désirant l'argent que vos enfants désirés produisent, cela annule l'amour que vous devriez leur porter. Vous ne les désirez que pour vous servir vos idées. Vos idées valent-elles plus que leurs souffrances? Vos idées valent-elles plus que vos enfants, handicapés, traités comme des dommages collatéraux? Il n'y a pourtant aucune raison qu'il y ait des pauvres puisque l'argent est public, fabriqué par l'État, et que nous sommes obligés d'exister, donc contraints de nous alimenter quotidiennement. Ce qui est connu de tous et bien entendu du gouvernement, qui est responsable de la gestion sociale, donc des nouveaux entrants. La simple prévision d'une naissance, demandée par l'État, par la société, de façon implicite, mais certaine, implique la prévision de l'alimentation de cette personne, tout au long de sa vie, la prévision de son bien-être et de sa sécurité. L'argent, qui représente alimentation, bien-être et sécurité, doit être disponible pour chaque individu, sans qu'il ait à le demander, puisqu'il a été contraint d'exister. Pour quelle raison fabriquer un enfant, si son avenir dans le bien-être n'est pas assuré auparavant par vous et la société? Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de contraindre par la force les gens à travailler. Il n'est plus nécessaire de le leur dire. L'argent muet a remplacé la dictature vociférante. Si vous voulez manger, si vous voulez de l'argent, travaillez. Il n'y a plus d'endroit où vous pouvez vous installer gratuitement pour vivre, vous abriter et cultiver votre parcelle. Vos parents le savent. Vous ont-ils préparé votre part de berceau-terre avant de vous obliger à exister? Est-il sain et propre ce berceau? Est-il hygiénique? N'est-il pas dangereux? Car savez-vous que la mise en danger de la vie d'autrui est un délit et un crime, quand ce délit conduit à la souffrance et à la mort? Vous, l'enfant de vos parents criminels, vous êtes autrui. Il n'est pas équitable de mettre tout le monde au pied du mur quand il n'y a qu'une place au sommet. C'est pourtant le principe pyramidal utilisé avec l'argent. L'humanisme est exclu de ce sens de l'argent, car ce sens n'est pas éthique. Quand on parle de libéralisme, il faut bien comprendre que ce libéralisme-là est bien tout le contraire de la liberté et de l'égalité, et surtout de l'équité. Ce libéralisme est un libéralisme de concurrence, et donc de hiérarchisation. C'est un libéralisme esclavagiste, puisque ce libéralisme financier, où l'argent représente les personnes, permet de les exploiter sans aucune retenue. Même si nous partions tous à peu près sur le même pied d'égalité à la naissance, il est impossible qu'il y ait une place de milliardaire pour tous, qu'il y ait une place de président pour tous, qu'il y ait une île paradisiaque pour tous. Il n'y a donc même pas d'égalité possible quand des personnes également compétentes désirent la même chose. À la naissance, nous sommes tous au pied de la pyramide. En cela, nous sommes tous égaux. Mais il n'y a qu'une place au sommet. Et nous ne sommes pas égaux au départ, car nous ne sommes pas tous en même temps. D'autres sont déjà à mi-course, elles-mêmes limitées en place. Quant au sommet, il est toujours occupé. Le top de départ n'est pas le même pour tous. D'ailleurs, beaucoup de personnes n'ont ni l'envie ni les capacités physiques ou intellectuelles pour grimper. Et d'ailleurs, comme cela a déjà été mentionné, toutes les facultés de chacune leur ont été accordées aléatoirement, et elles ont été mises devant le fait accompli de l'existence. Personne n'a, cela va de soi, désiré concourir à cette escalade pyramidale avant d'exister. Nous ne sommes pas dans un système méritocratique, mais dans un système aléatoire, l'autorité de la vie, et martingallocratique, c'est-à-dire que si vous avez la chance d'avoir des parents aisés, ou si vous avez la chance de tomber sur la martingale qui vous permet de découvrir comment soutirer le maximum des autres, eh bien, vous avez gagné au jeu de la vie sociale humaine. Et même le mérite dû à nos capacités n'est pas véritablement un mérite, puisqu'on ne mérite pas un défaut résultat de notre fabrication
non désirés. Ce n'est pas le mérite que recherche la nation, mais les personnes qui fonctionnent mieux que les autres, celles qui sont adaptées à la fonction. Les autres, qui ne sont pour rien à ce qu'elles sont et peuvent, sont les subalternes du système, les innombrables rouages interchangeables. Les humains se classent entre eux pour faire fonctionner la nation au mieux, ce qui sert à concurrencer les autres nations et à s'en défendre. À quoi sert une nation-société? Réponse: à préserver ses associés contre les vicissitudes de la vie qui leur a été imposée. Dans ce cas, pourquoi imposer la vie? L'argent semble un mal nécessaire pour échanger le travail. Mais est-il vraiment nécessaire? Pourrait-on conserver l'argent comme système d'échange du travail et supprimer le capitalisme? C'est-à-dire comment supprimer les faiblesses de ce système de calcul des échanges et faire en sorte que les calculateurs profiteurs soient exclus ou contrôlés, comme ils le sont dans les casinos quand ils sont repérés. Quand l'argent est manipulé comme une marchandise virtuelle, on oublie qu'il représente le travail. Comment ne pas l'oublier? Comment faire en sorte que l'accumulation de l'argent soit considérée comme ce qu'il est, c'est-à-dire de l'esclavagisme indirect et caché? Si l'ensemble de la société humaine est considéré comme un casino par les millionnaires et les milliardaires, eh bien, faites comme dans les casinos. Excluez ceux qui trichent et ont trouvé une martingale. Interdisez la triche, la chance, l'héritage, la martingale. Interdisez l'enrichissement, qui n'est ni plus ni moins que de l'esclavagisme. Crime imprescriptible contre l'humanité. Ce n'est pas moi qui décide de ce qu'est un crime, mais quand j'en vois un selon la définition, je le dénonce. Conclusion. Comment passer du système actuel à un système éthique? Peut-être devriez-vous commencer par limiter la boulimie d'argent des harpagons de ce monde. Le jeu de la vie n'est pas un casino, ce n'est même pas un jeu, c'est une corvée pour la plupart des humains, et un abîme de souffrance intolérable pour beaucoup d'entre eux. Personne n'a demandé à exister. Ceux qui n'ont pas les qualités pour se frayer leur chemin subissent la double peine de leur débilité et de devoir en subir les conséquences, qu'ils n'ont pas désirées, mais qu'ils doivent supporter par le bridage culturel. L'argent des harpagons, saisissez-le, et faites de cet argent ce qu'ils ne font pas. Investissez à leur place si nécessaire, et répartissez toujours équitablement, car nous sommes tous, dès que nous existons, les héritiers de la culture mondiale et de nos outils fantastiques. Personne n'a demandé à exister, nous sommes tous innocents d'exister, et tout autant irresponsables que l'univers qui nous a induits. Il n'y a pas de responsable, ni un, ni plusieurs. Les boulimiques ont été fabriqués et éduqués par vous tous. Chaque personne doit obtenir son dû sans avoir à le quémander, puisque nous avons tous été mis au monde pour les besoins de la société. Nous devons être traités équitablement, et pas en fonction de mérites supposés que nous devons à nos constructeurs et à nos éducateurs. La société nous doit le bien-être dès que la décision a été prise de lancer notre construction. Si vous utilisez l'argent pour vos échanges, respectez cette clause. Nous sommes classés dans nos sociétés et rémunérés en fonction du désir que les autres ont de notre travail. Nous ne devrions pas être classés s'il s'agit bien de nous, dans notre totalité que vous désirez. Est-ce le cas? Doit-on être classé en fonction de la réussite des existants à notre fabrication, et non la nôtre puisque nous n'avons pas initié notre fabrication, ni construit notre corps et notre intellect par nous-mêmes? Phrase contextuelle. 1. Les gens préfèrent leurs idées à leur propre vie et encore moins à la vie des autres. 2. Chez les communistes, le peuple met tout en commun. Chez le capitaliste, le peuple met tout en commun pour enrichir un homme. Finalement, il y a très peu de différence. De quoi vous plaignez-vous? 3. Connaissant la stupidité humaine, votre propre stupidité, pourquoi m'avoir fabriqué aussi stupide que vous? Est-ce que je mérite cette stupidité dont vous m'avez gratifié? Sans mon accord? Évidemment. 4. Les animaux n'ont pas d'autre loi que la loi du plus fort. C'est aussi celle des humains individuellement
socialement et nationalement. Alors pourquoi avons-nous tant de lois annexes qui prétendent que nous sommes autre chose que des animaux? 5. Pour produire 1000 milliardaires, il faut fabriquer 8 milliards d'humains, dont au moins 2 milliards de malheureux conscients de l'être. 6. Il y a certainement un but à la dette publique. Cet acharnement de tous les pays du monde à avoir une dette, alors qu'on dit aux ménages de ne pas en avoir, est quand même plutôt insolite. À qui profite le crime? 7. La finance fait beaucoup plus de morts que le sida. Qu'est-ce que les gouvernements attendent pour trouver un remède? 8. La plupart des gens paient 3 impôts, l'impôt direct sur le revenu, les taxes sur les achats, et surtout la corvée qu'ils font pour la société. Travaillent pour gagner la vie qui leur a été imposée, celle-là même dont le revenu va être imposé pour la plupart. Double taxe. 9. L'argent est comme l'air. Il circule sur toute la terre, et sa propreté doit être contrôlée, comme l'air, pour empêcher sa pollution. 10. Avec une seule monnaie, pour le vital et le superflu, la vie est toujours indexée sur le même type de monnaie que le matériel, alors que la vie ne change pas de valeur, quel que soit l'endroit sur Terre. La vie a toujours le même coût alors qu'on peut se passer du matériel. Jouer sur le prix du sucre, du blé ou du riz est ignoble. 11. La majorité du peuple est pauvre, elle veut la répartition des richesses. Comment se fait-il que cette démocratie-là ne soit pas mise en œuvre? Comme bien d'autres idées majoritaires d'ailleurs. 12. En France, la pauvreté de 10 millions de personnes est l'équivalent d'une pétition silencieuse. Pourquoi les gouvernants font-ils semblant de ne rien entendre? 13. Même la nourriture est taxée, à l'achat par le gouvernement. Nourriture qui est le précurseur de nous-mêmes. Notre corps est donc taxé par l'État, alors qu'il nous désire pour produire un PIB. 14. Dans les articles des droits de l'homme, il est marqué textuellement qu'on doit nous faire comprendre pourquoi on doit payer des impôts, en fait des contributions. Mais personne ne m'a jamais dit pourquoi. À 21 ans, à ma majorité, on ne m'a rien fait signer. Je n'ai pas eu de contrat social et personne n'a vérifié si j'avais bien compris la vie et la société qui m'a été imposée. 15. Je ne sais pas comment on peut appeler démocratique une société où 80% des richesses mondiales sont dans la poche de 20% de l'humanité. La démocratie n'est-elle pas une question de majorité? Les riches doivent penser que ce sont ceux qui détiennent la majorité du pognon qui peuvent s'exprimer. 16. La classe des riches, pour éviter la lutte des classes et les révolutions qu'elle génère, fait en sorte que le hasard puisse enrichir certains, de façon que l'espérance de s'enrichir existe dans la pensée de chacun, même des plus pauvres. D'où les loteries et les jeux télévisés. 17. La richesse est le résultat d'un abus de confiance, car une personne qui ne connaît pas les méthodes ne peut pas s'enrichir. On ne peut pas être tout spécialiste de la finance, courtier, banquier, etc. 18. L'obligation de payer des impôts fait de nous des outils sociaux, des esclaves sociaux. 19. La course aux milliards est ouverte, théoriquement, à tous les humains, mais il n'y a que quelques places disponibles au sommet de la pyramide exponentielle. 20. Le vrai vendeur de tabac est l'État, puisque c'est lui qui touche le plus d'argent dans la vente d'un paquet de cigarettes, 80%. L'État est donc propriétaire du tabac et le commercialise sans en avoir les problèmes. Idem pour les carburants et bien d'autres marchandises. 21. Nous sommes tous les humains, toute l'humanité, les héritiers de tout ce qui a été inventé par les personnes, du feu à la fusée. 22. L'argent est un bien public qui doit être partagé. 23. Si vous participez au jeu, ne vous plaignez pas des règles. 24. Les capitalistes volent l'argent du peuple, l'argent de leur travail. Ils le volent selon la légitimité et non la légalité. Mais une légalité qui n'est pas légitime est hors les droits humains. La légitimité respecte l'équité. L'argent volé n'appartient pas aux voleurs, il doit leur être repris. 25. Mais dites-moi,
si vous avez peur de voir disparaître l'humanité? Que vous a fait pendant la demi-éternité précédente de ne pas exister avant d'exister? 26. Les animaux se reproduisent mécaniquement sans savoir pourquoi. Les êtres humains n'en savent pas plus, mais ils justifient cet acte gravissime avec diverses religions. Et quand ils n'en ont pas, ils invoquent la notion d'espèce. Et dans tous les cas, l'enfant sert d'antidépresseur. 27. L'enfant désiré est comme l'argent désiré. 28. La procréation ne sert que ceux qui existent déjà, et personne ne maîtrise cette procréation. Ce n'est donc pas pour moi que j'ai été fabriqué, c'est pour servir le système, servir les idées de ceux qui croient à ce système, la mécanique de pérennité. 29. Le capitalisme individuel est de l'esclavage. L'esclavage est un crime imprescriptible, il faut évidemment éliminer les négriers du système. 30. Pour un capitaliste, le bénévolat est une perte de temps, donc d'argent. 31. Base de l'éthique humaine, on ne lance la fabrication automatique d'un être humain, une personne, que si l'on peut assurer qu'elle ne souffrira jamais. Qui peut l'assurer? Réponse: personne. 32. Les parents qui agissent, font des enfants, sans contrevenir aux lois sociales, le font avec l'accord de la société. Les associés sont donc co-responsables ou complices, selon le point de vue, des actes de chacun. 33. En légiférant, la société admet que ces lois ne sont pas innées, et que les gens fabriqués doivent les apprendre. La société est donc responsable de cet apprentissage, puisqu'elle est co-responsable de la fabrication des personnes. Ceci est valable pour tous les comportements non innés, et quant aux comportements résultant de la fabrication, ils sont évidemment directement de la responsabilité des fabricants et leurs complices. 34. Nous travaillons parce que nous y sommes obligés, pour survivre. Nous faisons des corvées pour la nation. C'est la seule façon de décrire nos activités en démocratie. C'est une forme d'esclavage puisque nous y sommes contraints. Il faut donc se demander pourquoi parmi les esclaves, que nous sommes tous, certains fonctionnaires, esclaves privilégiés, sont rémunérés plus de 10 fois plus que des travailleurs moyennement et normalement rémunérés. Comment peut-on travailler 10 fois plus qu'une autre personne qui travaille 8 heures par jour? Une personne ayant un QI inférieur n'en est pas responsable et doit donc subir à la fois ce défaut et une mauvaise qualité de vie à cause de ce défaut. Double peine. Voilà où nous conduit le système associatif et hiérarchique animal pour nous protéger d'autres sociétés qui en font autant. Misère mentale. 35. Aujourd'hui, entre les grandes nations, les tensions les plus dangereuses pour la paix sont économiques. Pourquoi? Parce qu'elles se disputent les marchés des autres nations. Solution: supprimer les grosses nations. La Suisse fait-elle peur au monde, elle qui est un des pays les plus riches? Autre solution: gommer toutes les frontières. 36. Dans une société, les membres sont co-responsables, complices des actes de chaque membre de la société, que ce soit de bonnes ou de mauvaises actions. Ainsi, le crime d'un individu est accompli avec la complicité, la co-responsabilité de l'ensemble. Fin. Émile Berlerme.